Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Allez, bonne nuit. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qui possède 3 gammes distinctes. La gamme Energy, la gamme Ice Tea et la gamme Sportive Hydratation. Oli est une solution saine puisqu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et qu'ils utilisent des arômes et colorants naturels. Et attention, il y a une nouveauté, le calendrier de l'Avent. J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. T'es mal à taille du calendrier de l'Avent. Alors je vais vous donner l'offre pendant que je me fais un shaker. Savoir comme un concept de barman-vendeur. Ah, Alligator. Et vous avez 2 offres pour les calendriers de l'Avent. Avant le 3 novembre, c'est l'offre Early Bird à 44,99 € et jusqu'à épuisement des stocks, c'est 49,99 €. Donc plus vous commandez vite, mieux c'est. On verse la poudre dans l'eau et ensuite... Ouah, comment c'est pomme. Quand c'est marqué pomme, c'est pomme, hein. La Alligator, il s'est pas foutu de ma gueule, hein. Mais c'est pas mal, hein. Premier degré, hein. Et vous avez également 2 réductions disponibles avec le code SylvainLife5 qui vous donne 5 € de réduction pour la première commande et le code SylvainLife qui vous donne 10% sur toutes vos commandes. Tout est à retrouver dans le lien dans la description et en commentaire épinglé. Merci Oli et bonne vidéo. Allez, bonne nuit. Bonjour à vous, comment ça va? Bah moi ça va super. Alors on a essayé de retravailler un peu la lumière, j'ai pas en compte ce que vous m'avez dit la dernière fois. On voit rien, et l'image elle a du grain, tout ça, alors on a remis des lumières un petit peu partout. Par contre on a toujours un problème, c'est que là y a rien. En fait faudrait que je trouve un truc à mettre sur ce mur et sur celui-là. Ou là même, là il y a le simu. Vous êtes 2000 à me dire, c'est quand que tu présentes ton simu? J'y touche jamais. Voilà. Pardon. Bon, nous c'est pas tout ça, mais il faut qu'on parle de l'un des ingénieurs les plus importants de l'histoire de la Formule 1. Voilà, en toute modestie, hein. J'avais très envie de vous parler de l'histoire d'Adrian Newey. Pour ceux qui connaissent la Formule 1, vous en avez forcément déjà entendu parler. Pour ceux qui connaissent pas la Formule 1, il va falloir que je vous remette un peu de contexte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la Formule 1 n'est pas un sport monotype. En sport automobile, une catégorie monotype, ça veut dire que tout le monde s'affronte sur rigoureusement la même voiture. Il y a plein de catégories comme ça où tout le monde a la même caisse. Le Grand Prix Explorer, la course de F4, c'est une compétition monotype. La différence ne se fera que sur la compétence du pilote, puisque les voitures sont rigoureusement les mêmes. Bah la Formule 1, c'est pas du tout ça. Ça n'a jamais été un sport monotype, jamais. C'est même l'opposé du sport monotype. En Formule 1, la compétence du pilote fait énormément, évidemment. Mais la compétence de la voiture fait aussi pour beaucoup. Un Michael Schumacher a été champion du monde 7 fois grâce à son talent, c'est pas le problème. Mais grâce aux voitures qu'il avait aussi. Tu mets un Michael Schumacher dans une Dacia Sandero, ça va pas marcher. Bon, jusque-là, tout ce que je vous raconte est assez évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une victoire en Formule 1, c'est une victoire d'équipe. Et en parlant d'équipe, aujourd'hui, on va parler d'Adrian Newey. Tous les débuts d'épisodes comme ça, c'est les moments un peu Wikipédia, tu sais, où je vous dis où il est né, quand il est né, ses parents, ils étaient conducteurs d'ambulance. Et en plus, je sais que vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'anecdote, pour le pourquoi, pour le comment ça se fait. Alors du coup, je vais vous le résumer, et la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'il est né en 58 en Angleterre, et qu'il était au lycée avec Jeremy Clarkson, le mec de Top Gear. Ouais, j'adore cette anecdote. Anecdote incroyable, les deux sont vraiment copains, quoi. Ça donnera d'ailleurs lieu à une autre anecdote à la fin de l'épisode. Pour le watch time. Le petit Adrian Newey a une passion dans sa vie. Laquelle? Eh oui, c'est l'automobile, bravo! Oh là là! Oh, c'était compliqué, hein? Oh là là, que c'était dur. Adrian Newey adore la bagnole. Mais plus que ça, il aime les dessiner. Ce qui crée un point commun entre Adrian Newey et moi. J'aurais adoré être designer de bagnole quand j'étais petit. Le point qui est moins commun, c'est le talent, oui. Mesdames et messieurs, ma création. La voiture. Et pas mal, hein? Voilà, c'était le point commun entre moi et Adrian Newey. Moi, je dessine des merdes sur des boîtes en carton de gâteaux. Quelle vie de merde. En fait, soit on passe 3 quarts d'heure sur l'enfance d'Adrian Newey, où je vous dis par exemple qu'à un moment, il s'est fait virer de son lycée parce qu'il a mis la musique tellement fort qu'il a fait péter des vitres. C'est pas une blague. Et de l'autre, ça serait pas mal qu'on avance dans l'histoire pour vous dire qu'Adrian Newey devient ingénieur. Grosse tête, le mec. Et nous sommes en 1980, Adrian Newey est diplômé et Adrian Newey est officiellement aérodynamicien. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en 1980, aérodynamicien, c'est assez nouveau. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'on a découvert l'aéro en sport auto en 1980. On le savait bien avant et ça faisait déjà depuis longtemps qu'on utilisait des ailerons partout. Le truc étant qu'en 80, on découvre que l'aéro, c'est un point majeur des voitures. Quand tu regardes les voitures des années 60 et 70, tu te rends compte en général que la voiture est organisée autour de sa partie technique, c'est-à-dire son moteur, sa boîte et le cockpit pour le pilote, et qu'on a rajouté des ailerons par-dessus un truc qui était déjà fait. Quand tu vois certains ailerons immenses qui étaient montés sur des Formule 1 dans ces époques-là, tu te rends compte que l'aileron, il a été collé par-dessus, il était... Et en 80, on commence à se rendre compte qu'on peut créer les voitures, non pas
pas autour de leur base technique, c'est-à-dire leur moteur et leur boîte, mais plutôt autour de leur base aéro. On commence à se dire que la voiture serait plus efficace si elle était d'abord conçue comme un objet pour fendre l'air, pour exploiter au maximum son environnement. Et une fois qu'on a défini une forme, on essaye d'y faire entrer un moteur et une boîte. Et ça en 80 c'est nouveau. Et l'aérodynamique dans les années 80 c'est tellement nouveau que ça nous donnera des innovations incroyables. Alors je fais une toute petite parenthèse parallèle avec Gordon Murray. Je vous en avais déjà parlé, mais j'adore ce mec. Quand tu vois la moustache qu'il a, tu ne peux que tomber amoureux. Mais surtout, Gordon Murray et Adrian Newey ont chacun des carrières assez similaires. En même temps, c'est normal, ils ont la même passion et le même métier. Gordon Murray, qui est aussi aérodynamicien, avait déjà commencé à travailler dans les années 70 et 80 sur des solutions innovantes. Gordon Murray, ça sera le premier à mettre en place l'effet de sol en Formule 1, et même le ventilateur. Je vous en avais déjà parlé, mais j'aime tellement cette anecdote que je suis obligé de vous la remettre. En 79, sur la Brabham BT46B, Gordon Murray avait collé un ventilateur. En fait, en mettant un ventilateur à l'arrière et sous la voiture, on arrive à coller artificiellement la voiture au sol. Et on arrive à en faire un truc ultra performant. En 79, donc l'année avant l'arrivée d'Adrian Newey, il y a vraiment cette Formule 1 qui a existé et qui a fait une course. Je sais que c'est pas le sujet, mais on a une Formule 1 avec un ventilateur, merde. Ça a été interdit à partir de la première course. Est-ce que les autres se sont plaints que ça leur envoyait des cailloux dans la gueule? Normal, en même temps quand t'es derrière un ventilateur géant. Bon, après, Gordon Murray, il a aussi démenti en disant que c'était pas vrai et que les autres avaient dit ça pour faire interdire le truc. Je pense qu'un jour, je vous ferai quand même tout un épisode sur ce bon vieux Gordon Murray. Il est incroyable. Tout ça pour vous dire que les années 80 pour l'aérodynamique, c'est incroyable. Et ça, Adrian Newey va vraiment en profiter. Je vais casser un truc tout de suite, mais Adrian Newey n'a pas commencé en Formule 1. Il a commencé en IndyCar. Je vous le résume très grossièrement, mais l'IndyCar, c'est plus ou moins la Formule 1 américaine. On est sur des monoplaces aussi, mais qui vont beaucoup plus vite en ligne droite. Et pour votre anecdote, les voitures prennent régulièrement 360, 370. Quand en Formule 1, on est plutôt autour des 330, 340. Et quel meilleur sport pour un ingénieur aéro que de faire ses preuves en IndyCar? C'est-à-dire littéralement un sport où ça consiste à aller super vite, souvent en ligne droite. En 83 et en 84, Adrian Newey va dans l'écurie March aux États-Unis et il y sera ingénieur. Et ça tombe bien parce que le mec est vraiment bon, à tel point qu'en 85, l'écurie lui donne carte blanche. Je vous refais la discussion rapidement, mais ils lui disent: Adrian, dessine une voiture de A à Z. Do your thing là, fais ton machin là, dessine une caisse. Il gagne. Je vous parle pas du dernier des peintes non plus, hein. S'il y a un épisode complet sur un gars, c'est que le mec est pas trop mauvais non plus. 85, Adrian Newey dessine sa première voiture de A à Z. La voiture gagne. Puis genre large, quoi. Sur l'écurie, ils sont super contents. Il lui dit: dis donc, en 86, tu voudrais pas redessiner une voiture complète? Il le fait, la voiture gagne. Encore. Je vous spoil un tout petit peu, mais vous verrez qu'il y a souvent une corrélation entre Adrian Newey et victoire. Pour ça qu'à la fin de l'épisode, je vous expliquerai qu'il a signé un contrat à 200 millions de dollars. Hein. Ouais, qui a dit ça? Et c'est à travers tous ses succès aux États-Unis avec l'écurie March en IndyCar qu'Adrian Newey va se voir proposer le poste de responsable aéro F1. Ouais, parce qu'ils étaient en IndyCar et en F1. Il y a vraiment des gens qui ont trop de pognon. Hein. Sauf qu'en Formule 1, Adrian Newey va un peu plus galérer quand même. Alors ils lui ont filé une voiture qui s'appelle la March 880. L'idée, c'est que cette voiture, elle est déjà pas bonne. La voiture est un saucisson. Et ils lui disent: dis donc Adrian, tu voudrais pas transformer la voiture qui est pourrie, nulle à chier, en voiture qui gagne vraiment beaucoup? Il y est pas arrivé. Ouais. Ah, vous attendiez à ce que je vous dise qu'il a gagné? Il y est pas arrivé. Non. Ah non. Le mec est juste ingénieur aéro, il est pas magicien, tu vois. C'est Adrian Newey, pas Eric Antoine. Alors le palmarès de la voiture, je vous le donne quand même. Ils ont fait 2e au GP du Portugal. Waouh. Et il y a un moment où ils sont arrivés à mener la course pendant plusieurs tours, dans la catégorie voiture Atmo. Quand dans ton palmarès, t'en es à noter les tours où t'as été premier à un moment, c'est pas une super voiture quand même. Hein. Et à la fin de la saison, ils vont faire 6e. Il y a encore du boulot, hein. Après, la saison 88 est pas trop pourrie. Peut-être qu'ils vont faire mieux en 89. 23 abandons. En fait, comme il y avait vraiment zéro thune dans l'écurie F1, ils ont essayé de prendre la voiture de l'année d'avant, de 88, pour l'adapter en 89. Adrian, il a pas blagué, hein. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont fait des modifs aéro et mécaniques sur une voiture qui était déjà pas terrible. Et comme ça ajoutait des contraintes sur la voiture, la voiture, elle marchait juste pas. Mais genre pas au sens figuré de juste pas, genre elle est pas très performante, elle marchait pas. 23 abandons. En comptant les 2 caisses, hein. Ah oui, non. Il y a déjà pas 23 courses, ça va, non? Voilà, donc on est en 89, Adrian Newey est viré. Mec, il a commencé sa carrière, il s'est fait virer. Rassurez-vous, ça va changer. En 91, Adrian Newey est approché par Patrick Head. Et Patrick Head a une particularité, c'est que c'est le directeur technique de Williams. Alors, je vous remets un tout petit peu de contexte, mais effectivement, aujourd'hui, Williams...
Il y a des moments, ils sont tellement low au classement, t'as l'impression qu'ils courent en F2 les mecs. Mais je me permets quand même de vous préciser que dans les années 80 et 90, Williams, c'est des oufs. Peut-être que certains n'ont pas connu cette époque, mais Williams dans les années 90, c'est le top du top. C'est comme a été Ferrari dans les années 2000, ou Mercedes dans les années 2010, ou Red Bull dans les années 2020. C'est l'écurie de ouf. C'est vrai que ça fait bizarre quand tu vois leurs résultats aujourd'hui, oui, ça a bien changé. Mais il faut vraiment capter que Williams, c'est un truc de ma boule. C'est l'écurie des winners. Et Adrian Newey va devenir directeur aéro de Williams F1. Tu sais que Williams, c'était tellement ouf qu'on en a même fait des voitures de route, genre la Clio Williams, qui était une bombe. Genre, c'était vraiment cool d'avoir une Clio Williams. Aujourd'hui, tu sortirais une Clio Williams, les gens vomiraient. Bref, Adrian Newey et Patrick Head vont former chez Williams dans les années 90 l'une des associations les plus légendaires de ce sport. Rien que ça. En 91, l'écurie Williams va finir deuxième au championnat du monde. Derrière Ayrton Senna. Ayrton Senna, c'est un peu de la gueule quand tu le dis comme ça. À l'époque aussi, hein. C'est-à-dire qu'Ayrton Senna et McLaren, intuables, hein. Venir faire chier McLaren et Senna, c'est un truc de ouf. Faut vraiment se mettre ça en tête, hein. Et le pire, c'est qu'ils ont fait deuxième au championnat parce que la voiture était moyennement fiable. Ils auraient une voiture fiable, Ayrton Senna, c'était dans la Clio Williams, hein. Et l'année d'après, en 92, Adrian Newey accouche de l'un de ses premiers chefs-d'œuvre, la FW14B. Et je vais vous le dire tout de suite, la voiture, c'est un pétard. Pour vous donner une toute petite idée du palmarès de cette voiture, sur 16 GP en 92, la voiture en gagne 10. Et sur 16 GP, la voiture fait 15 pole positions. Elle marche fort, très très fort. Ouais. Alors comme je vous disais au début de l'épisode, ils avaient des bons pilotes, hein. Il y avait Nigel Mansell en haut, hein. C'est-à-dire le mec est pas mauvais. Quand tu vois son palmarès, le mec est plutôt bon. Mais quand tu cumules un pilote de ouf et une voiture de ouf, ça donne une année gagnée comme ça. Et là, normalement, vous étiez déjà tombé par terre. Attendez, j'ai pas parlé de 93. 93 en pilote chez Williams, ils ont Damon Hill et Alain Prost. Et les deux sont équipés de la FW15C, qui est l'une des meilleures voitures de son époque. Voire peut-être la meilleure voiture de son époque. Pour votre info, c'est 10 victoires, dont 7 d'affilée, 15 pole positions et 22 podiums au total quand tu comptes les deux pilotes. Non, mais après, tranquille, hein. Après, peut-être qu'Adrian Newey, c'est le hasard, hein. Peut-être qu'il était là. Adrian Newey, en 3 ans chez Williams, c'est 4 titres constructeur et pilote. Jusque-là, Adrian Newey, il a enchaîné succès. Et en seulement quelques années, c'est devenu l'un des ingénieurs les plus prisés de la ligne. Genre vraiment, le mec a même pas 40 ans qu'il a déjà dessiné plusieurs voitures qui ont dominé le sport dans lequel elles concourent. T'imagines que le mec a multiplié les exploits plusieurs années d'affilée. Et il a vu défiler dans son écurie des pilotes de malades. Et en 94, ça va pas s'arrêter, puisque si Prost s'en va, c'est Ayrton Senna qui le remplace. Et là, normalement, pour ceux qui connaissent le sport auto, 94 et Senna, on en arrive au moment moins fun de la vidéo. En 94, Alain Prost prend sa retraite et est remplacé par Ayrton Senna, son rival de toujours. Ce qui donnera d'ailleurs lieu à un moment incroyable où on a Ayrton Senna qui salue Alain Prost en lui disant qu'il lui manque. Cette image existe. La Williams de l'année 94 est la FW16, qui est une grosse évolution de la voiture de l'année d'avant. Sauf qu'il y a un truc qui a changé. En 94, c'est l'interdiction des aides à la conduite. En fait, les années d'avant, les voitures ont pris énormément en performance, notamment grâce à l'ajout du traction control. Le traction control, comme son nom l'indique, le contrôle de traction, c'est juste fait pour que la voiture ne patine pas quand t'accélères. En gros, tu mets grand gaz et la voiture, au lieu de patiner, électroniquement, elle va s'arrêter de patiner. Et je vous le dis tout de suite, c'est du cheat. C'est ultra efficace et c'est ce qui a permis aux écuries de mettre des performances de ouf dans leur voiture. Sauf qu'en 94, ça, c'est interdit. Ce qui fait que autant les mecs arrivaient à maîtriser les voitures grâce à l'électronique, mais en 94, les voitures, c'est des furies, hein. C'est un dragon, le bordel, hein. Le machin est prêt à te bouffer la main à n'importe quel instant. Mais si ça peut vous rassurer, c'est le cas chez tout le monde, hein. Et de façon générale, sur la grille, les voitures deviennent dangereuses. Les machins, c'est devenu des engins de mort. Et malheureusement, la Williams d'Ayrton Senna est particulièrement concernée par ce problème. Alors, elle est particulièrement concernée parce qu'elle était particulièrement performante. C'est-à-dire, s'ils auraient eu 100 chevaux sur le train arrière, ils auraient pas eu de problème de traction control, mais bref. Et on est au 3e GP de la saison 94 en Italie, à Imola, et la voiture marche pas très bien. La voiture a des problèmes de fiabilité et des problèmes de maniement. La voiture veut te bouffer la main en permanence. Adrian Newey et Patrick Head modifient la voiture pour qu'elle soit le plus adaptée à Ayrton Senna, pour qu'il soit le plus confortable dedans. Et ça implique de changer la position de conduite. Ayrton Senna trouvait qu'il avait le volant trop près, et ils vont modifier sa voiture
pour raccourcir la colonne de direction et éloigner le volant. Et ce week-end en 94 à Imola sera l'un des week-ends les plus tristes de l'histoire du sport auto. Le circuit d'Imola est connu pour être l'un des plus exigeants du catalogue. Et comme les voitures ont pris énormément de performance, les pilotes se mettent un peu en danger. Le vendredi, c'est Rubens Barrichello qui se sort et qui se casse un bras. Et Rubens Barrichello était déjà un proche d'Ayrton Senna. Le jour suivant, le samedi, le jour des qualifs, c'est Roland Ratzenberger qui perd la vie. Il sort à plus de 200 km/h, il frappe un mur et meurt sur le coup. Les versions officielles de l'époque diront qu'il est mort dans l'hélicoptère qu'il transportait. Dans les faits, c'est que pour des raisons d'assurance et légales, s'il était mort sur le circuit, ils auraient dû annuler le Grand Prix. Donc ils ont déclaré qu'il était mort dans le transport, comme ça au moins il n'était pas mort ici. Il était mort un peu plus loin. Et on pouvait continuer le GP. Et on arrive le dimanche. Je vous avais déjà parlé de cette histoire et ça reste un format sur Adrian Newey, donc je vais pas m'étendre particulièrement dessus. Mais au 7e tour, la colonne de direction de sa voiture casse. Ayrton Senna va percuter un mur en béton à plus de 200 km/h et il perd la vie sur le coup. Certains témoignages de l'époque diront que la colonne de direction a cassé, ce qui a provoqué une perte de contrôle, mais ce qui a aussi scellé le sort d'Ayrton Senna, puisque cette même colonne de direction aurait potentiellement traversé sa tête. Désolé pour les gens qui étaient en train de manger, c'est l'histoire, j'y peux rien. Et si vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire à l'instant, cette colonne de direction, Patrick Head et Adrian Newey, ils venaient d'y toucher. Une enquête est ouverte et aussi bien Frank Williams, le directeur de l'écurie, que Patrick Head, le directeur technique, et Adrian Newey, le directeur aéro, sont tous acquittés. L'enquête est formelle, c'est pas leur faute. Les trois dirigeants, notamment Adrian Newey, sont blanchis dans cette histoire. C'est pas leur faute si Ayrton Senna est mort ce jour-là. Pour autant, Adrian Newey se sentira toujours responsable, et encore aujourd'hui. En même temps, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire perd la vie dans la voiture que t'as dessinée et conçue, je peux comprendre que ça pèse un peu sur la conscience, oui. 94 se passera quand même plutôt bien pour Williams, puisque même s'ils ont raté à 1 point le championnat du monde pilote, ils auront le championnat du monde constructeur. Adrian Newey, une nouvelle fois, a fait le job, mais Adrian Newey, à la fin 94, il commence à réfléchir. Déjà, le drame qui est arrivé lui pèse pas mal sur la tête, mais surtout, il sent qu'il pourrait faire plus. À cette époque, il est directeur de l'aéro. Mais au-dessus de lui, il y a Patrick Head, le directeur technique. Mais déjà, il est extrêmement pote avec Frank Williams, puisqu'ils ont créé Williams à eux deux. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment littéralement le pote du patron. Mais surtout, Patrick Head, il est actionnaire de la boîte. Et le seul poste au-dessus de lui, c'est directeur technique. Et le directeur technique, il va pas bouger. Et en 95, chez Williams, ça se passe pas très bien. Adrian Newey et Patrick Head commencent à plus trop pouvoir travailler ensemble. L'un veut tirer la couverture à lui en travaillant surtout sur le moteur et la puissance de la voiture. L'autre a vraiment envie de travailler sur le châssis, le design et l'aérodynamique de la voiture et ça marche pas. Ce qui fait qu'en 95, l'ambiance commence à devenir délétère. Oui, ça c'est un truc à prendre en compte. En fait, à plusieurs reprises dans la saison, Adrian Newey est censé avoir un rôle consultatif dans l'histoire. C'est-à-dire que quand ils veulent prendre une décision, faut en parler à Adrian. Je vous le dis comme ça, mais en fait, ils commencent à plus trop le calculer, quoi. Ils commencent à prendre des décisions tout seuls dans leur coin. Je vous donne un petit exemple. Mais en 96, chez Williams, ils se posent la question d'embaucher un certain Jacques Villeneuve. Et autant Patrick Head et Frank Williams sont plutôt pour, autant Adrian Newey, il est plutôt contre. Pas parce qu'il l'aime pas, juste parce qu'il le trouve à ce moment-là pas assez performant. Et la bonne blague, c'est que les deux dirigeants vont attendre qu'Adrian Newey parte en vacances. Alors, on dirait une cour de récré. C'est incroyable. Comment tu peux être en Formule 1 et faire ça? En fait, Patrick Head et Frank Williams, ils ont attendu qu'Adrian Newey parte en vacances pour prendre la décision d'embaucher Jacques Villeneuve sans lui demander. Puis après, il est revenu de vacances et il a dit attendez, pourquoi il y a Jacques Villeneuve dans le box? Et ils ont dit si, on l'a pris pendant que t'étais pas là. Et il leur a dit mais vous savez que je devais être au courant, j'aurais fallu me demander, il fallait mon accord écrit et tout. Et après ils lui ont dit non, mais on savait pas, putain, merde, pas de bol que tu sois en vacances à ce moment-là, putain, oh non, te demandera la prochaine fois. Ils lui ont fait ça plein de fois. Je vous le résume très vite, mais en 95-96, l'ambiance devient tellement délétère qu'à la fin, ils se parlent plus vraiment. Ouais. Genre, à un moment, il y a une autre embrouille à propos d'un pilote, Damon Hill. Adrian Newey l'aimait beaucoup, et il avait vraiment fait la voiture pour que ça lui convienne à lui. Sauf qu'ils lui ont pas dit, mais en fait, il était pas renouvelé. En fait, Adrian Newey, il était en train d'adapter la voiture à Damon Hill, qui de toute façon allait partir. Sauf qu'il lui avait pas dit. Les ambiances, tout ça, enfin bon. Et à un moment, vous vous doutez de ce qui arrive, Adrian Newey s'en va. Et on a ras le bol qu'on lui dise rien, que l'ambiance soit pourrie, qu'en plus qu'on profite de son travail sans vraiment le créditer, et sans lui donner vraiment de perspective d'évolution. Je vous rappelle que chez Williams, il avait déjà atteint le poste le plus haut qu'il pouvait avoir. Et Adrian Newey, lui, veut être directeur technique. Et c'est comme ça qu'un certain Ron Dennis, qui travaille chez McLaren, va aller voir Adrian Newey, en lui disant « Tu sais que chez nous, tu pourrais être directeur technique ». Allez, viens, tu sais que tu pourrais être directeur technique ici, hein? Allez, viens chez McLaren.
Adrian, viens. Et c'est en 97 qu'Adrian Newey rejoint McLaren. Alors, si vous voulez une anecdote qui m'aurait foutu un peu les boules à la place d'Adrian Newey, c'est qu'il avait déjà préparé la voiture de 97. Et ils s'en sont pas privés, ils l'ont bien exploité. Tellement que Jacques Villeneuve deviendra champion du monde avec cette voiture. Chez Williams. J'aurais un poil les boules. Je travaille toute l'année à fabriquer la voiture, ils me foutent quasiment dehors et ensuite ils vont gagner avec ma caisse que j'ai dessinée. Et est-ce que vous voulez une petite anecdote? J'en ai une pour vous. Il faudra attendre 15 ans plus tard pour que Frank Williams, le directeur de chez Williams, admette qu'il avait fait une erreur en laissant partir Adrian Newey. C'est pas une blague. Et pour qu'un mec comme ça reconnaisse son erreur publiquement, c'est que c'est vraiment une grosse erreur. Frank Williams a reconnu en interview qu'il avait fait l'erreur de laisser partir Adrian Newey et que s'il pouvait réécrire l'histoire, il aurait donné des parts à Adrian Newey. Je trouve le geste assez beau. C'est propre, c'est gentleman de reconnaître ses erreurs comme ça. Après, certaines mauvaises langues pourraient dire que, à partir du moment où Adrian Newey a quitté Williams, ils ont gagné après son départ, 11 Grands Prix, entre 97 et 2024. Il y a que les mauvaises langues qui pourraient dire ça. Ah! Tout comme je me permettrai pas de vous dire que la dernière victoire de Williams, c'était 2012. Qui a dit... Arrêtez, Pas bien, ça. On est dans un monde où Williams, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas gagné. C'est-à-dire que ça fait 12 ans qu'ils font des saisons, ils n'ont pas gagné. Même pas. Pas une. Même sur un malentendu, ils n'ont plus gagné, tu vois. Pile poil quand Adrian Newey s'en va. Oh le hasard, Oh là là. On laisse partir le mec qui nous fabrique la voiture qui gagne et on arrête de gagner. Oh là là, qui aurait pu le prévoir? Tu m'étonnes que Frank Williams ils disent on n'aurait pas dû le laisser partir sans blague. Sans blague. Ah bon? On arrive au moment de l'épisode où c'est un peu redondant, donc je vous le fais très rapidement. Adrian Newey en 98 a le droit de dessiner sa voiture de A à Z en tant que directeur technique. Il gagne. 16 GP, 9 victoires. Grand Prix pilote et constructeur. Après, ce qui est bien, Adrian Newey, c'est qu'il fait des packs, en fait. Il s'est cru dans un supermarché, je pense. Il fait des packs promo. Laissez-moi faire la voiture et je vous fais le pilote et constructeur en même temps. 2 pour le prix d'un. Avec la carte Carrefour, vous avez moins 50% sur les prix pilotes. N'hésitez pas, surtout, c'est très important. J'aime bien les anecdotes techniques, alors je vous en donne une, mais 98 chez McLaren, c'est aussi l'apparition d'une triche. Oh là là là, on adore ça les triches de toute façon. D'ailleurs, je pense que le prochain VTech, je vous le fais sur les plus grosses triches du sport auto. J'adore le concept. Je sais pas si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous me le direz. Si ça vous plaît pas, vous me le direz aussi. Mais j'ai super envie de vous faire un épisode complet sur les plus grosses triches parce que certaines sont incroyables. Chez McLaren en 98, elle est incroyable. Alors c'est pas tout à fait une triche parce que la FIA a décidé que c'était pas une triche, mais qu'il fallait arrêter quand même. Ils l'ont interdit. Ils ont pas triché, mais il fallait plus le faire. Donc c'est une triche, mais c'est pas une triche. J'ai pas compris. Pour votre anecdote, en 98, à un moment, il y a un photographe sur le bord de la piste qui se rend compte que la McLaren, dessinée par Adrian Newey, en pleine ligne droite, a les disques avant de couleur normale, c'est-à-dire acier, et les disques arrière rouge fluo, comme s'ils venaient de chauffer de ouf. Sauf qu'en sport auto, les disques qui chauffent de ouf, c'est ceux à l'avant. Les disques qui chauffent de ouf à l'arrière en sport auto, ça n'existe pas, tu vois. Une voiture, elle freine toujours plus de l'avant que de l'arrière. C'est pas possible une voiture qui freine plus de l'arrière que de l'avant. Peut-être chez McLaren. Alors Adrian Newey, c'est une grosse réflexion au niveau aéro, mais aussi un peu technique. Le mec est un peu filou. Jusque-là, je vous ai pas vraiment parlé pourquoi Adrian Newey enchaîne les victoires comme ça. Tu fous le mec quelque part, il gagne tout le temps. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il a lu le livre des règles? Oui. Tout simplement, Oui, je vous l'ai spoilé directement comme ça moi. Et le photographe qui a vu ça va aller voir la voiture de près et va photographier l'habitacle. Et va voir non pas 3 pédales, puisque normalement on compte l'embrayage, le frein et l'accélérateur, mais 4 pédales. L'embrayage, le frein, l'accélérateur et le frein arrière gauche. C'était une petite particularité de cette voiture qui a gagné en 98, c'est que cette voiture était équipée d'un frein arrière gauche. Ouais, alors, est-ce que vous voyez comment ça marche? Un tank. Oui, alors je sais qu'on va un peu loin, on parlait de Formule 1 à l'instant et d'Adrian Newey, et là je suis en train de vous parler de tank. Mais cette parenthèse est très importante. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un tank ne tourne pas, il braque pas. On n'a pas de truc qui braque comme dans une voiture. Un tank, pour tourner, il fait accélérer une chenille d'un côté et ralentir une chenille de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a ce mouvement. Et Adrian Newey, il a eu globalement la même idée. L'équipe d'Adrian Newey, puisqu'il était pas tout seul dans cette histoire, s'est dit mais putain, ça serait vachement bien d'arriver à faire pivoter la voiture. Pour la faire pivoter, il faudrait que la voiture freine d'un côté et pas de l'autre. Comme sur moi, dans un virage à gauche, par exemple, tu bloques la roue intérieure et hop, la voiture pivote. En fait, ils ont mis une 4e pédale de frein qui commandait l'un des 2 freins arrière. Et si vous étiez sur un circuit où, par exemple, il y a beaucoup de virages à gauche, la 4e pédale freinait la roue intérieure gauche. Comme sur moi, t'as une roue qui tourne plus vite que l'autre et la voiture pivote. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des disques de frein arrière rouge fluo. En fait, ils avaient une pédale supplémentaire.
Alors, ça ira même plus loin, puisqu'en 98, la pédale qui normalement ne pouvait commander qu'un côté sera associée à un switch sur le volant qui du coup pourra commander soit la gauche, soit la droite, sur décision du pilote. Bon, la FIA s'est rendu compte du truc et a interdit l'innovation. Mais en vrai, le concept me fait un peu rire quand même. De toute façon, en 98, la voiture est tellement avancée dans son dessin et dans sa structure que la voiture gagne sans vraiment de problème. En 99, il gagne aussi. Pour être honnête, la saison a été un peu plus mouvementée, parce qu'ils avaient un peu plus de concurrence et du coup, ils ont que le titre pilote, pas le titre constructeur. Williams, ils auraient déjà été bien contents de l'avoir, le titre pilote, mais bon, après. Pour l'instant, fanfaronne avec Adrian Newey qui, peu importe où il va, finit par gagner, les années 2000 vont commencer à devenir plus compliquées, notamment à cause de Ferrari. Ouais, alors je sais pas si vous êtes au courant, Ferrari, Michael Schumacher, tout ça, pas facile, hein. Ferrari, à cette époque-là, a une alchimie de ouf. Le pilote est ouf, le directeur d'écurie est ouf, et le directeur technique est ouf. Tu rajoutes à tout ça beaucoup de budget, et ça donne que ça devient compliqué de gagner en face de ça. Si en plus tu rajoutes le retour de Williams, alors Williams, ils avaient descendu, ils étaient disparus. Et puis BMW est revenu et a motorisé la voiture comme des oufs, ce qui fait que la voiture est finalement plutôt performante. Et si tu cumules à ça le fait que l'ambiance chez McLaren n'est pas fofolle, et ça se passe pas très bien. De 2000 à 2005, c'est un peu la descente aux enfers de McLaren. En fait, la voiture n'est ni très performante, ni très fiable, ni très constante. Ils ont toujours un putain de problème. Adrian Newey est directeur technique, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à faire fonctionner tous les pôles dans une seule et même voiture. Et la voiture, elle est pas mauvaise, mais pas constante. Si tu rajoutes par-dessus un Michael Schumacher qui met des coups de marteau tous les week-ends, tu te retrouves avec une ambiance bien pourrie. Et en 2005, la nouvelle tombe, Adrian Newey quitte McLaren. Il en a un peu ras-le-bol de l'ambiance de merde. Et il en a un peu ras-le-bol d'une chose, c'est que même s'il était directeur technique, il avait pas la main sur tout. Il était directeur technique dans le sens où c'était plutôt un manager qui devait composer avec les directeurs boîte de vitesse, le directeur moteur et le directeur châssis. Et fin 2005, il est dragué par un certain Christian Horner. En fait, c'est une marque de boisson, une sorte de soda. Ils veulent reprendre en fait la vieille écurie Jaguar qui gagnait pas trop pour essayer d'en faire un truc un peu sympa, tu vois, genre faudrait l'appeler Red Bull Racing Team, Red Bull F1, Taureau Rouge Formule 1 en français. Et c'est comme ça que va commencer une sacrée histoire. Christian Horner a été mandaté par Red Bull pour transformer l'écurie Jaguar, qui est une écurie en écurie championne du monde. Rien que ça. Pas de pression les mecs. Wouh. Après tout, y a qui d'autre en face? Quoi Ferrari, ça va avec Michael Schumacher, ils ont juste 5 titres. En face, y a quoi? Y a Ross Brawn et Jenson Button, enfin 3 fois rien. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, y a du boulot. Hein. Mais Christian Horner, même s'il paraît qu'il est plutôt occupé à tripoter des meufs dans son temps libre, a quand même compris une chose, c'est qu'Adrian Newey, si tu l'embauches, c'est pour le laisser tout faire. Faut qu'il ait carte blanche le mec. Faut que le mec soit seul maître à bord. Et Christian Horner, il va prendre le pari. Christian Horner va donner à Adrian Newey les rênes de l'écurie. Et vous savez quoi? Ça va marcher. Alors, je vous casse tout de suite le truc, ça va pas marcher tout de suite. 2006, 2007 et 2008 sont pas des années incroyables pour Red Bull. En même temps, c'est normal, ils ont rien. Ils ont du budget, mais pas énormément de budget comparé aux autres, et il y a tout à refaire. Autant à chaque fois qu'Adrian Newey s'est pointé dans une écurie, souvent il y avait quand même des trucs qui allaient. T'avais un moteur de ouf, t'avais un pilote de ouf. Imagine quand il était chez Williams, il a eu Alain Prost et Ayrton Senna. Pardon. Chez Red Bull, le standing, il est un peu moins élevé quand même. Parce que tout comme je vous disais au début qu'il fallait remettre dans le contexte que Williams à l'époque c'était un truc de ouf, Red Bull au début c'est un truc bien sans plus quoi. T'imagines qu'en 2008, il y a même un moment où Toro Rosso est arrivé avant Red Bull au classement. Toro Rosso, c'était la petite écurie Red Bull, avec encore moins de budget et encore moins de monde, qui profitait des améliorations techniques de Red Bull et qui en profitait pour tester des pilotes. Notamment un certain Sebastian Vettel. Et Sebastian Vettel, on va en reparler justement, puisque entre 2006 et 2010, mine de rien, et même si Red Bull n'est pas au niveau des plus grands, puisqu'ils se battent même pas pour un podium, ils avancent. Doucement mais sûrement, la Red Bull commence à devenir plutôt performante. Et si tu cumules un directeur d'écurie avec une grande gueule et une poigne de fer, un directeur technique qui a carte blanche, un changement de régulation en 2010 qui va donner une vraie carte à jouer à Red Bull, et enfin un pilote de légende, Sebastian Vettel. Et en 2010, Adrian Newey va présenter la Red Bull RB6. De l'aveu d'Adrian Newey lui-même, la RB6 c'est la voiture qui possède le plus d'appui aérodynamique déjà de sa carrière, mais aussi de l'histoire de la Formule 1. Toute simplicité. Et cette période entre 2010 et 2013 va marquer l'une des périodes les plus prolifiques de l'histoire de la Formule 1. Rien que ça. En 2010, Vettel gagne 5 fois et à force d'une bataille de folie contre Fernando Alonso, il le devance de 4 points. Il a gagné le championnat pilote avec
4 points d'avance. Incroyable bagarre toute l'année. Et c'est que la première saison. 2011 sur 19 Grands Prix, c'est 18 pole positions, 12 victoires. 122 points d'avance sur Jenson Button. Et là, attention, 2012, retournement de situation. Aïe, 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 il nous a dit qu'il gagnait tout sans problème, et là, il est en train de nous dire qu'il y a un problème. Oui, en 2012, ils sont accusés de triche. Oh là 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 là. Oh putain, comment on va faire? En fait, Adrian Newey a trouvé une petite astuce un peu sympa. Il s'est rendu compte qu'en faisant fonctionner le moteur d'une certaine façon avec sa cartographie, c'est-à-dire la partition que le moteur joue, et une inclinaison un peu particulière des échappements, ils arrivaient à provoquer de l'effet de sol et de l'aérodynamique avec les gaz d'échappement de la voiture. C'est malin, très malin. Et là, c'est le drame. Ils sont accusés de triche, la FIA enquête, Adrian Newey est viré, ensuite il ira élever des chefs dans le Larzac, c'est pas vrai, j'ai menti, ils ont gagné. Voilà. Et en plus de ça, la saison 2012 est l'une des plus belles saisons de l'histoire, hein, avec vraiment une remontada de Sébastien Vettel sur les dernières courses, qui fait que cette saison est peut-être l'une des plus palpitantes qu'on ait jamais vues. Alors 2013, je vais lire mes notes, hein, donc 2013, la RB9 va devenir l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire de la F1. Bon, sûrement une année pourrie, hein, je pense. 13 victoires en 19 GP, tous par Vettel, dont 9 d'affilée sur les 9 derniers. 11 pole position, Vettel prend un 4e titre d'affilée avec 155 points d'avance sur Fernando Alonso, et il prend son 4e titre constructeur d'affilée avec 236 points d'avance. Je pense que c'était une année pas très réussie. Hein. Faudrait que quelqu'un en fasse une vidéo. Si ça se trouve, ça s'est pas bien passé, on sait pas. Hein. Et blague à part, je l'ai peut-être pas assez souligné, mais Adrian Newey, encore une fois, a marqué l'histoire. Ça fait déjà 3 fois que le mec vient, fabrique sa voiture et gagne un championnat du monde. Avec 3 budgets différents, 3 écuries différentes, 3 collègues et partenaires de travail différents. Comment le mec fait? Et j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu sur ce point-là, puisque jusqu'à maintenant, je vous dis qu'Adrian Newey, c'est un ouf. Adrian Newey gagne partout. Mais pour autant, je vous ai pas dit pourquoi Adrian Newey gagnait partout. Et bien ce qui fait qu'Adrian Newey est un ingénieur aérodynamicien de génie, c'est qu'il axe le développement des voitures sur 2 points. Il y en a un que je vous ai déjà dit en début d'épisode, où avant les voitures étaient fabriquées autour de leur technique. T'as un moteur, une boîte et un pilote à faire rentrer, et tu agences des ailerons et une carrosserie autour. Alors ça, c'est efficace en 1960. Quand on arrive sur des niveaux aussi élevés que la Formule 1 moderne, évidemment que tu peux plus te permettre de faire des voitures comme ça. Adrian Newey a été l'un des premiers à dessiner des voitures, d'abord autour de leur aéro. Peu importe le moteur que j'y foutrais dedans, la voiture en elle-même doit déjà être performante. La forme doit déjà être parfaitement adaptée à gagner des courses. Et ensuite, avec l'espace que j'ai dans la voiture, j'y colle un moteur, une boîte et un pilote. C'est en faisant travailler toute l'équipe ensemble qu'on arrive à faire une voiture performante. Comme je vous ai dit à l'instant, il a été à l'origine de la voiture avec le plus d'appui de l'histoire de la F1. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Alors là, on va partir sur des considérations physiques que je vais simplifier, sinon c'est incompréhensible. Donc je vous la fais très grossièrement. Une voiture tient la route avec plusieurs éléments, que ce soit les pneus, les suspensions, son châssis et surtout l'aérodynamisme. Sur les voitures de tous les jours, genre une Twingo, l'aérodynamisme, je suis même pas sûr qu'ils aient prononcé le terme une seule fois dans le développement. En vrai, je suis mauvaise langue. Dans les voitures normales, l'aéro existe bel et bien. Toutes les voitures qui sortent aujourd'hui ont un travail aéro, mais un travail aéro qui va se porter sur la traînée. La traînée, c'est la résistance de la voiture à l'air. Quand vous faites avancer une voiture, elle se prend de l'air dans la tête, et plus une voiture est aérodynamique, plus elle laisse couler l'air sur sa carrosserie. Et sur les voitures normales, les voitures de série, on va chercher à avoir la traînée la plus faible possible. Et en allant rechercher la traînée la plus faible possible, on recherche le fait que l'air ait le moins d'incidence sur la voiture. Ce qui est l'opposé des voitures de course. En sport automobile, on va chercher l'inverse de l'aéro. On parle souvent d'aérodynamique comme un truc universel, mais c'est plutôt à voir comme un curseur. Soit je le fais pencher du côté traînée, et ma voiture frotte très peu sur l'air et est très fluide quand elle avance. Ou à l'inverse, je le fais pencher du côté appui, et ma voiture frotte contre l'air, littéralement. En sport auto, on va faire pencher le curseur du côté de l'appui, puisqu'on va utiliser l'air comme un truc pour tenir la route. Bien sûr qu'on va utiliser les pneus, qu'on va utiliser les suspensions et le châssis, mais si par-dessus on arrive à faire en sorte que l'air appuie sur la voiture et la plaque au sol, on a une voiture qui est ultra efficace. Donc si vous suivez bien ce que je dis, on va faire en sorte que la voiture frotte sur l'air pour mieux tenir la route. Ce qui est parfaitement antinomique avec la traînée, puisque la traînée, c'est l'art de faire en sorte que la voiture ne frotte pas sur l'air. Et comme je vous disais, on a vraiment un curseur avec deux choses opposées. Et bien Adrian Newey a apporté une nouveauté parce qu'il est arrivé à marier les deux. Si je fais une voiture avec énormément d'appui, oui, elle va aller super vite en virage, puisque la voiture sera plaquée au sol. Cool. Mais la voiture, elle va aller super pas vite en ligne droite, puisque la voiture, elle prend littéralement l'air dans le front comme ça. C'est comme ça, par exemple, que fonctionne le DRS en Formule 1. Le
Le DRS, c'est une ouverture sur l'aileron arrière qui fait que l'air va pouvoir s'écouler beaucoup plus facilement. On va réduire l'appui pour réduire également la traînée. La voiture va beaucoup moins frotter sur l'air et donc va aller beaucoup plus vite en ligne droite. Eh bien, le génie d'Adrian Newey, c'est ça. Il est arrivé à marier dans chacune de ses créations beaucoup d'appui, c'est-à-dire faire en sorte que la voiture frotte beaucoup sur l'air sans être trop ralentie par sa traînée. Et ça, c'est ce qui transforme un gogol moyen comme moi, qui va juste coller des ailerons partout sur la voiture, alors elle va tenir la route dans les virages. Hein. Oh bah ça, tu sais que t'augmenter l'appui, je sais faire. Hein. Il y a un monde dans lequel Red Bull, ils avaient Sylvain Lévy en directeur aéro. Hein. Ouais, oui. Ah bah attends, moi tu me mets en directeur aéro, tu vas en avoir de l'appui. Hein. Je vais te mettre des ailerons partout. Des ailerons. Ou à l'inverse, je vais te mettre la traînée à 0. Hein. Tu fabriques une voiture qui est une planche, y a rien, t'inquiète pas que tu vas aller vite en ligne droite. Hein. Par contre, les virages, ça va être plus compliqué. Dans ses différentes interviews et dans son autobiographie, que je vous conseille d'ailleurs de lire parce qu'elle est pleine d'anecdotes, on apprend qu'il a surtout travaillé sur le fait de marier les deux choses ensemble. Ça fait des années qu'on est capable de générer un appui aérodynamique de fou sur les voitures. Tu me mets un aileron gigantesque, c'est pas un problème. Ça fait des années qu'on est capable de faire des voitures qui vont super vite en ligne droite. La McLaren F1 dans les années 90 prenait déjà presque 400. C'est pas le problème. On a passé les 400 km/h en voiture dans les années 30. C'est pas un problème, ça a jamais été un problème. Le problème, c'est de marier les deux. Dans son livre, en anecdote, Adrian Newey dira qu'à l'époque, les ingénieurs aéros travaillaient surtout avec des maquettes. Ils travaillaient avec des trucs en argile et quand ils faisaient des ailerons, même si visuellement ils avaient l'air parfaitement lisses, ils se rendaient compte une fois passés en soufflerie qu'ils étaient pas parfaits, que ça créait de la perturbation et que ça créait de la traînée en trop. Et le travail d'Adrian Newey a été là-dedans. Il a réussi à créer des aéros qui sont si fluides, si parfaites, si lisses, qu'il arrive à avoir de l'aéro et de la vitesse de pointe. Et c'est ça qui fait qu'un Adrian Newey, c'est pas n'importe qui, et qui t'atomise des championnats du monde comme ça. Et je vous rappelle que chez Red Bull, Adrian Newey, il a carte blanche pour faire tout ça. Il a carte blanche pour créer la voiture de ses rêves parfaitement aérodynamique. Et ça, Adrian Newey, il sait qu'ailleurs, il l'aura pas forcément. Et pour votre anecdote, c'est comme ça qu'en 2015, un certain Luca Di Montezemolo, qui était juste le patron de chez Ferrari, est allé voir Adrian Newey comme ça, tu vois, il lui a fait hey, « Salut, comment tu vas on aime bien ce que tu fais chez Red Bull, t'as l'air de bien fonctionner, on aimerait bien t'accueillir chez nous et on te propose un contrat de 23 millions par an. » Le patron de chez Ferrari en 2015 a proposé un contrat de 23 millions par an à Adrian Newey. 23 millions, hein. Quand je vous dis qu'Adrian Newey, c'est pas un peintre. C'est-à-dire que le mec a tellement de compétences que quand on lui propose un contrat à 23 millions par an, il peut se permettre de le refuser. Voilà, alors après je vous dis ça, sachez que la saison 2015 a été l'une des pires de l'histoire de Red Bull. Voilà, alors ironiquement, comme quoi la vie, hein. En fait, dans ces années-là, la réglementation venait de changer et les voitures sont passées du V8 au V6. Avec au passage énormément de modifications, ce qui fait que Red Bull a eu un peu de mal à passer à la nouvelle réglementation. Le premier problème, c'est qu'il y a absolument tout à reconstruire et le deuxième problème, c'est qu'Adrian Newey, il en a un peu marre. Bah oui, il a vu Alain Prost, il y avait Ayrton Senna, il a vu Sébastien Vettel dans ses équipes et à un moment, il en a... Je pense qu'à sa place, on peut dire qu'il a fait le tour du taf, ouais. Ouais, il a fait le tour du job, ouais. Et en plus, dans le même temps, Adrian Newey, il est pris sur un autre projet perso, l'Aston Martin Valkyrie. Ouais, c'est pas une blague. Au début de l'épisode, je vous avais dit que Newey et Gordon Murray avaient quand même pas mal de points communs, notamment celui de vouloir faire la voiture la plus performante du monde. Alors faut croire que c'est un truc qui revient régulièrement chez les ingénieurs aéros de génie, mais à un moment, quand ils ont fait leur preuve en course, ils veulent faire la meilleure voiture de l'histoire des voitures de route. Et après, pourquoi pas, hein. En 2017, Aston Martin présente donc la Valkyrie, qui est équipée d'un V12 Atmo de 6,5 litres, 1176 chevaux et plus de 350 km/h en pointe. Ouais, alors c'est un sacré pétard qui nous a sorti quand même, hein, lui aussi. Hein. Autre anecdote qui me fait beaucoup rire, Fernando Alonso a été l'un des premiers clients de l'Aston Martin Valkyrie et il est allé la récupérer sur dépanneuses parce qu'elle était en panne le jour où il l'a récupérée, voilà. Ensuite, et cette période marque le recul d'Adrian Newey en Formule 1. Il le dira lui-même, mais à cette période, il considère qu'il a trop mis de côté sa vie perso. Il a tellement passé de temps en Formule 1 et tellement passé de temps autour des circuits qu'il a pas vraiment eu le temps de faire une vie de famille. D'autant plus que son projet d'hypercar lui tenait tellement à cœur qu'il l'a mis en priorité et c'est pour ça qu'entre 2016 et 2019, Red Bull... il bosse, hein. Il gagne de temps en temps, ça va. Mais c'est fou quand même de se dire que dès que t'éloignes Adrian Newey un peu du développement, la voiture devient moins bien. Tu sais, c'est un peu des aimants les trucs, ça... Si tu rajoutes en face de ça que Mercedes est dans une forme olympique, ça donne une période un peu... bof. Mais ça va changer. Et on arrive en 2021. Adrian Newey a repris les rênes du développement. Ça va, ils se sont mis d'accord avec Christian Horner. Ils vont refaire une voiture de ouf. Sauf qu'en face, il y a Mercedes qui est une voiture de ouf. Et la saison 2021 sera l'une des plus belles saisons de l'histoire de la Formule 1. Encore. La saison 2021 est un peu ouf, mais surtout, c'est la dernière course à Abu Dhabi qui est
dingue. Cette course est incroyable pour un milliard de raisons. Hamilton sur Mercedes et Verstappen sur Red Bull sont, à la dernière course à Abu Dhabi, à égalité parfaite. Celui qui arrive devant l'autre gagne le championnat du monde. Rien que ça. Et ça donnera lieu à cette course incroyable où on aura assisté de notre vivant à une course où un championnat du monde se joue à la victoire avec les deux prétendants l'un devant l'autre, avec un qui a des pneus pourris et un des pneus très neufs. Et on aura connu de notre vivant l'un des tours en Formule 1, si ce n'est le tour en Formule 1 le plus palpitant de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous résume, mais Hamilton est devant Verstappen, plutôt favorisé. Et quasiment à la fin de la course, safety car. Verstappen s'arrête, met des pneus tout neufs, et Hamilton reste en piste avec des pneus pourris. Plusieurs voitures sont intercalées entre celle d'Hamilton et celle de Verstappen, mais la FIA décide que Verstappen a le droit de remonter juste derrière Hamilton, ce qui va donner lieu à un dernier tour avec un Verstappen en embuscade derrière un Hamilton avec des pneus neufs. L'histoire vous la connaissez, Hamilton ne peut rien faire contre un Verstappen équipé de pneus neufs et Verstappen gagne le championnat du monde. Alors personnellement, si on me demande mon avis, je trouve que ce championnat est un peu volé. Pardon, mais le truc de la FIA où Verstappen a le droit de remonter les voitures retardataires, vous avez mon avis, je trouve qu'Hamilton aurait mérité de gagner. Attention, la chaîne Silver Live, on prend des risques. Oh là 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 là. Je sais qu'il y a tous les fanboys de Verstappen qui vont dire en commentaire, oui, c'est inadmissible, il a fait une super course, mon cul, ouais. Moi, j'ai pas peur de le dire, messieurs, dames. Moi, je mouille. La victoire a été volée à Hamilton, voilà. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est qu'en 2022, nouvelle réglementation, les voitures elles ont des grandes jantes, Red Bull, ils gagnent tout. Voilà. Bon, il y a un moment. Après un moment, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Red Bull, ils sont quand même un peu costauds. 2022, c'est 16 victoires sur 22 courses. Adrian Newey, qu'est-ce que je te dise. Et encore, t'as pas vu 2023. 21 victoires sur 22 GP. Ah, mais à ce niveau-là, moi, j'aurais dit aux autres, ça sert à rien de venir, les gars. Retirez-vous, laissez-le rouler tout seul. À quoi ça sert? 22 courses, Verstappen, il a gagné 19. Mais viens pas. En vrai, ça te coûte du carburant pour rien. Ouais, franchement, à ce niveau-là, reste à la buvette. Et on arrive enfin en 2024. Enfin, un VTEC qui termine à une époque contemporaine qui est encore en cours. Alors déjà, je l'avais pré-shot avec Flavio Briatore, puisque je vous ai fait un VTEC dessus, et Flavio Briatore a été repris chez Alpine. C'est qui voit dans le futur? Donc là, début 2024, Red Bull, ils étaient très bons. Et puis bah là, ils ont commencé à chier dessus. Là, il y a un monde dans lequel Norris, il peut être champion du monde. Si ça se trouve, cette phrase sera ridicule dans 3 ans. Même dans 3 mois, tu vas me dire. Le week-end dernier à Singapour, Verstappen, il s'est réveillé. Donc il y a peut-être moyen finalement que ça soit quand même Red Bull. Mais Ricciardo, il s'est fait virer. Oh, c'était son dernier Grand Prix, il a pleuré et tout, c'était triste. Bref, bof. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un truc sur Adrian Newey. Parce qu'attends, il y a eu du rebondissement dans l'histoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, Red Bull, c'est un peu la merde. Alors déjà, Christian Horner, le directeur de l'écurie, était accusé d'être un pointeur. Pas ouf, Adrian Newey arrive plus vraiment à fonctionner avec le reste de l'équipe, certains des actionnaires font n'importe quoi, et même Verstappen n'a plus envie de rester. Et j'ai même pas parlé de Perez, On a Perez, il est pas méchant, Très gentil comme garçon. Mais on sait pas ce qu'il fait, il tourne, il fait des ronds, là, avec sa voiture de sport, là. Mais, chic type, Et il y avait une rumeur comme quoi Adrian Newey se barrait de chez Red Bull. Waouh! Imagine, il va peut-être nous refaire un coup dans une autre écurie. Sauf que jusque-là, on avait que des rumeurs. Notamment d'un certain Jeremy Clarkson! Encore lui! Il nous en a fait une belle puisqu'il a dit au micro d'un média néerlandais que si les rumeurs disaient qu'il allait aller chez Ferrari, en fait il irait plutôt chez une écurie anglaise. McLaren, Mercedes, Alpine ou Aston Martin. Oui, parce que je rappelle que même si Alpine en théorie est français et Mercedes en théorie est allemand, en fait les usines elles sont en Angleterre. Donc c'est plus ou moins des écuries anglaises. Ce qui explique par exemple pourquoi Alpine il parle en anglais et pas en français. Et bah vous savez quoi, la rumeur était vraie. Aston Martin a annoncé il y a quelques jours qu'Adrian Newey les rejoindrait en 2025 pour préparer, alors la voiture 2025 certes, mais surtout la voiture 2026. Déjà, c'est un vrai coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 parce que je vous rappelle qu'à chaque endroit où Adrian Newey passe, il déglingue la concurrence. Ce qui nous laisse quand même beaucoup d'espoir pour le futur, mais surtout moi l'anecdote qui me fait un peu rire, c'est le montant de son contrat. Donc voilà, je vous le dis là, mais Adrian Newey a signé un contrat de 5 ans chez Aston Martin, rémunéré 120 millions d'euros. Ça fait quasiment 25 millions d'euros par an, 2 millions par mois. Et comme si ça suffisait pas, il a pris une participation dans l'équipe. Il a pris des parts à hauteur de 75 millions d'euros. Ça vous donne à peu près la valeur d'un cerveau comme celui d'Adrian Newey. Et pour l'anecdote, Adrian Newey aura signé une dernière création chez Red Bull avec la RB17, une autre hypercar de route, qui est un peu cool en vrai. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, moi j'ai beaucoup aimé vous le faire sur ce personnage qui à mon sens est vraiment important et un peu sous-coté, un peu sous-exposé. Pensez à vous abonner, c'est très important et ça soutient vraiment la chaîne. Pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires et on se retrouve jeudi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! L'un des plus gros ingénieurs de F1 était passionné de bagnole. Waouh! Waouh! J'en fais trop, Ouais.